On va voir maintenant l'origine et la distribution des failles normales sur Terre. C'est finalement ce qui est le plus intéressant, je dirais, dans le cours. C'est les grands contextes géodynamiques, géologiques, dans lesquels on peut trouver des failles normales et les raisons qui expliquent la présence de ces failles dans ces contextes. Donc il existe un certain nombre de grands contextes géologiques géodynamiques dans lesquels on trouve des failles normales. Donc voici la liste, qui est probablement pas exhaustive. On va faire le tour de chacun de ces contextes. Le premier contexte, le plus important, dans lequel on trouve de l'extension et des failles normales, ce sont les zones de rift. Donc on va commencer par ce point. En particulier, on va discuter de la notion de rift actif versus rift passif, la notion de marge volcanique et de marge non volcanique. Donc, qu'est-ce qu'un rift? Un rift en anglais signifie fissure, crevasse, rupture ou déchirure. Il s'agit d'une zone d'effondrement qui est relativement linéaire et d'échelle crustale. C'est un objet d'échelle crustale, donc importante, plusieurs centaines de kilomètres. Donc, zone d'effondrement relativement linéaire d'échelle crustale qui affecte la croûte terrestre. Alors, l'anatomie d'un rift, eh bien, c'est constitué par une zone d'effondrement qu'on appelle le rift, bordée par des systèmes de failles en gradins. Et de part et d'autre de ces systèmes de failles normales en gradins, on trouve les épaules du rift qui sont souvent des zones en relief un peu surélevées. On a vu un cas précédemment, je vous rappelle le bassin du Rhin, le fossé rhénan. Vous aviez la plaine du Rhin qui correspond à la zone d'effondrement et de part et d'autre, le massif des Vosges à l'ouest et le massif de la Forêt Noire à l'est qui correspond aux épaules du rift. Donc les petits apartés, les zones de gradins, les zones de faille normale en système de gradins sont souvent des zones de blocs basculés. Alors, des rifts, on va distinguer les rifts symétriques dans lesquels vous avez un cisaillement pur, à l'image de cette petite animation réalisée par Hakon Fossen. Donc là, on a vraiment du cisaillement pur au sein du rift qui génère une extension qui est symétrique. Et puis on a également les rifts asymétriques dans lesquels on va avoir du cisaillement simple cette fois. La notion de cisaillement pur et cisaillement simple, je vous fais référence au cours de Sylvain Bourlange. Normalement vous avez vu cette notion de déformation. Donc dans un rift asymétrique, on va avoir une zone de détachement principal qui va se former à la base du rift et on va générer en profondeur un rift qui est asymétrique et donc du cisaillement simple. Donc déjà deux types de rifts qu'on peut distinguer, rift symétrique, rift asymétrique. Donc les rifts en fait évoluent la plupart du temps depuis une zone continentale vers une zone purement océanique. On va d'abord étirer une croûte continentale qu'on va petit à petit océaniser pour arriver à la formation d'une croûte océanique. Donc un rift continental en général c'est quelque chose qui est relativement immature, qui est jeune, qui vient de se former et ça évolue petit à petit vers quelque chose qui est beaucoup plus mature, qui est ce qu'on appelle un rift océanique qui va être au cœur des océans et former la croûte océanique. Donc il y a tous les degrés entre rifts continentaux purs jusqu'au rift océanique sur Terre, différents exemples, différents cas de figure. Donc on va pour l'instant s'intéresser à cette notion de rift océanique, ce qui me permet d'introduire une deuxième notion qui est la notion de marge passive. Alors qu'est-ce que c'est une marge passive? C'est une zone de transition entre la croûte océanique et la croûte continentale située aux extrémités d'une zone de rift et qui ne correspond pas à une limite de plaque active, une zone de subduction, une zone de collision entre deux croûtes continentales par exemple. Ça, ce sont les marges actives qui correspondent à des limites de plaque actives. Donc la marge passive, c'est la transition entre la croûte continentale et la croûte océanique aux extrémités d'une zone de rift. On a vu ce que c'était un rift, la définition d'un rift, l'anatomie, la géométrie d'un rift. On pouvait avoir des rifts symétriques et asymétriques en termes de géométrie. Et puis on a vu également ce qui bordait un rift, c'est ce qu'on appelle des marges passives. Voyons maintenant un peu les processus et quelles sont les grandes familles de rifts. On distingue deux grandes familles de rifts. La première, c'est ce qu'on appelle un rift passif. La zone de rift, la zone d'extension, va être générée en réponse à des forces extérieures au système. Vous avez deux schémas ici qui vous illustrent un peu le même processus. Vous avez
un système ou une région, par exemple, qui est constituée de croûte de lithosphère continentale. Et cette lithosphère continentale, du fait de processus extérieurs, va être étirée. Et cet étirement va générer au sein de cette croûte continentale la formation d'un rift qui est dit passif. De la même manière, à droite, vous avez deux petites flèches noires sigma XX de part et d'autre qui sont extérieures au système ici en rose. Et ces contraintes extérieures, le moteur étant extérieur, on va générer au cœur de ce système ici en rose une zone en extension, un rift qu'on appelle passif, puisqu'il répond à des contraintes extérieures. Donc le rift passif, c'est un amincissement de la lithosphère dû à des forces extérieures. Ça génère une augmentation du flux de chaleur en profondeur de manière passive du fait de cet amincissement. On va voir maintenant le deuxième type de rift, qui est ce qu'on appelle un rift actif. Cette fois, le moteur qui génère le rift, c'est la remontée d'un panache montélique. Panache montélique qui va induire une augmentation du flux de chaleur et un amincissement dans la partie supérieure. Également, un soulèvement, ce qu'on appelle uplift en anglais, ou doming, une formation d'une topographie, outre la zone en extension et les zones d'effondrement qu'on a au cœur. Donc on parle de rift actif parce que cette fois l'augmentation du flux de chaleur n'est pas une réponse à des forces extérieures, mais c'est le moteur à proprement dit, et cette augmentation du flux de chaleur est liée à la remontée d'un panache montélique. Donc les deux schémas là vous illustrent exactement la même chose. La première étape, c'est remontée d'un panache montélique qui va induire un soulèvement, uplift, un doming, et puis vous augmentez le flux de chaleur associé à cette remontée de panache montélique et vous allez étirer la croûte supérieure et former ce qu'on appelle un rift actif. Associé à ces deux types de rift, on va distinguer deux types de marches passives. On va d'abord distinguer les marches passives non volcaniques qui sont associées au rift passif. Donc dans ce cas-là, on a la transition entre une croûte continentale et une croûte océanique qui se fait par des failles relativement simples avec des blocs basculés. Et dans les différents espaces qui sont créés par le basculement de différents blocs et les effondrements associés aux failles en gradins, on va avoir de la sédimentation simple. Donc rien de très compliqué dans ce cas-là, marge passive non volcanique, on a une sédimentation associée qui remplit les espaces créés par l'extension au niveau du rift. Dans le cas d'un rift actif et d'une marge passive associée à ce rift actif, on va avoir ce qu'on appelle une marge passive volcanique. Et dans ce cas-là, les choses sont un peu plus complexes. On a toujours la transition entre une zone continentale, une croûte continentale et une croûte océanique. Mais au niveau de cette zone de transition, au niveau de cette marge passive, on va avoir beaucoup de volcanisme associé. Volcanisme qui va s'exprimer suivant deux choses. Tout d'abord, en profondeur, on va avoir l'intrusion de dikes et de sills, de manière très fréquente, que je souligne ici en rouge. Et puis en surface, on va avoir l'épanchement de coulées volcaniques, de coulées en particulier basaltiques, qui vont venir remplir les espaces créés par les failles normales. Et on va former ce qu'on appelle des Seaward Dipping Volcanic Formation, ou on appelle ça aussi des SDR, pour Seaward Dipping Reflector, qui sont des réflecteurs sismiques qui sont pentés vers la mer et qui correspondent à des successions de coulées de lave s'écoulant vers la mer. Alors, une image de ces SDR, de ces Seaward Dipping Reflector, eh bien vous en avez ici, là, donc un profil sismique, image acoustique du sous-sol, avec un certain nombre de réflecteurs qui sont tous pentés dans le même sens et qui vont vers l'océan, vers la mer. Alors, comment se forment ces SDR? Donc, un petit schéma qui peut permettre d'expliquer leur formation, avec un rift qui se forme en réponse à un panache montélique en profondeur, rift qui se met en place plutôt dans une zone continentale, qui va évoluer vers une océanisation, avec une croûte océanique qui va se former au fur et à mesure, et on va former beaucoup de volcanisme en surface, volcanismes qui vont faire des coulées de lave en surface, qui vont s'empiler les unes sur les autres, d'abord les couches orange foncé en haut, puis vous allez continuer votre extension, donc vous allez former des failles normales, vous allez faire des blocs basculés, et puis vous allez petit à petit basculer également vos différentes couches volcaniques, et c'est comme ça que vous allez faire vos SDR qui vont au fur et à mesure s'empiler
les uns sur les autres au fur et à mesure que vous étirez votre croûte. Cette carte vous donne la distribution des marges passives à la surface de la Terre. Vous avez en vert les continents, en bleu les océans, et puis de différentes couleurs, rouge, jaune et bleu, les différentes marges dites passives. J'insiste bien qu'il s'agit uniquement des marges passives, les marges actives étant pas représentées sur cette carte. Donc vous voyez qu'elles sont principalement localisées autour de l'Atlantique ou autour de l'océan Indien. Et tout ce qui est le Pacifique, en revanche, c'est plutôt des marges actives avec des grandes zones de subduction, de collision, comme vous le savez, avec une grande sismicité importante, notamment au Japon, Taïwan, ou ainsi de suite. On peut comparer la localisation, en particulier des marges volcaniques, avec les Large Igneous Provinces, qui sont les LIP, qui sont des provinces volcaniques très importantes. Provinces volcaniques qui peuvent être continentales en rouge ou océaniques en bleu, et qui sont la plupart du temps associées à justement des panaches mantéliques. Alors sur cette carte, vous avez l'ensemble des provinces, des larges provinces volcaniques qui existent sur Terre, avec les âges de mise en place de ces différentes provinces. Et vous regarderez ça plus en détail, mais il y a une bonne correspondance entre les marges volcaniques et puis la présence de ces grandes provinces volcaniques. La raison est toute simple, hein, c'est que le moteur dans un cas comme dans l'autre, c'est la remontée d'un panache mantélique qui génère beaucoup de volcanisme en surface, qui permet de faire des grandes provinces volcaniques et puis des marges volcaniques. On va maintenant présenter un exemple de grande zone de rift. C'est pratiquement, probablement le plus bel exemple de rifting sur Terre. C'est le rift est-africain qui se subdivise en 3 branches, la mer Rouge au nord, le golfe d'Aden à l'est et puis la vallée du Rift au sud. 3 grandes branches qui permettent d'expliquer la séparation de 3 grandes plaques qui sont la plaque arabienne au nord, la plaque somalienne et la plaque nubienne, on va dire africaine au sens large, à l'ouest. Donc associé à cette zone de rift, eh bien, vous avez de très très belles failles normales un peu partout. Pour exemple, voici une photo aérienne en haut à gauche prise d'avion d'une très belle faille normale que vous avez ici soulignée en rouge, qui délimite une zone qui s'effondre à droite dans laquelle s'installe un lac, d'une zone en soulèvement relatif à gauche. Pareil, sur l'image à droite, vous avez plein de failles normales qui sont soulignées par les zones d'ombre, qui vous donnent un peu une idée de la géométrie de ce genre d'objet dans cette région. Et pour preuve que c'est un rift actif associé à du volcanisme, eh bien, vous avez ici un volcan qui est bien visible. D'autres exemples de géométrie de paysage qu'on peut voir dans cette région-là, très parlant. Vous avez en haut à gauche une photo prise d'un ULM par un collègue du CRPG où on voit une très très belle faille normale ici avec un bloc qui s'effondre à gauche et un bloc qui remonte à droite. Et puis en bas à droite, une autre photo aérienne où on voit très bien les très beaux escarpements de failles qui correspondent à l'image satellite que je vous ai présentée précédemment. Alors un autre exemple de rift qui est lui aussi remarquable et qui est plus proche de nous, c'est le rift de Corinthe qui est situé entre la Grèce continentale et le Péloponnèse, ici dans le rectangle rouge. Donc cette zone de rift, si on zone dessus, vous avez ici une carte géologique simplifiée avec des grandes failles normales que vous avez ici en noir avec les barbules qui sont situées du côté du bloc qui s'effondre. Et vous voyez que la zone centrale est une zone en effondrement avec l'océan, plutôt la mer Méditerranée, qui est venue combler le vide créé et former le golfe de Corinthe. Il y a un certain nombre de symboles là, qui sont ces espèces de ballons de plage qui correspondent à ce qu'on appelle des mécanismes au foyer, qui permettent d'interpréter les séismes. Sans rentrer pour l'instant dans le détail de l'interprétation de ces mécanismes au foyer, c'était surtout pour illustrer le fait que c'est une région qui est sismiquement active et qui est en Europe la région la plus sismique. Vous pouvez avoir des magnitudes 6 et magnitude 7 dans cette région associées à l'extension, à la formation de ce rift, qui est un des plus actifs au monde.
vous avez une extension qui est de l'ordre de 2 cm par an entre le versant nord et le versant sud du golfe de Corinthe.